Pour l'avant-dernière émission de la formation intitulée « Le MES en dit le son », nous allons aborder l'architecture informatique d'un système MES. Comme nous allons le voir, il y a multiples choses à prendre en compte. Après l'exposé, Karine échangera avec Barbara, notre ingénieure avant-vente, qui retranscrira les propos recueillis auprès de Monsieur Benzema, IT Operational Manager au sein de la société Philips. Bonne écoute. Un système MES repose sur une architecture informatique. Celle-ci n'est pas une simple utilité sans valeur ajoutée. En fait, les caractéristiques de cette architecture vont déterminer en grande partie la facilité d'installation, les capacités d'exploitation et aussi la sécurité d'un système MES. Cela vaut donc la peine de creuser un peu les différents types d'architecture possibles pour un système MES. C'est ce que nous allons faire dans cette session. Pendant longtemps, en informatique, les architectures informatiques se différenciaient par des matériels différents. Il y avait les ordinateurs centraux ou mainframe, les stations de travail, les mini-ordinateurs, les micro-ordinateurs. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, les architectures matérielles se ressemblent beaucoup plus. Les architectures s'appuient presque toutes sur des ordinateurs de type PC, parfois complétés par des équipements complémentaires comme les terminaux dédiés, les tablettes ou les smartphones. Dès que plusieurs ordinateurs sont mis en œuvre, ils sont généralement mis en réseau et un ou plusieurs ordinateurs jouent le rôle de serveur tandis que les autres jouent le rôle de client. On parle d'une architecture client-serveur. De ce fait, sur le plan matériel, la plupart des systèmes MES ont une architecture qui ressemble à celle du schéma de gauche, avec des automatismes connectés à un ou plusieurs serveurs et des clients de type PC, dans certains cas, d'autres dispositifs. Est-ce que cela veut dire que tous les systèmes MES s'appuient sur la même architecture informatique ? En fait, pas du tout. Les architectures logicielles qui prennent place sur ces matériels peuvent être très différentes. Une des sources majeures de différenciation entre les architectures est le type de client. L'architecture client lourd est historiquement apparue la première. Dans cette architecture, le client et le serveur reçoivent chacun un programme à part entière. L'un comme l'autre de ces programmes est d'ailleurs souvent très proche d'un programme originel conçu pour fonctionner de manière autonome sur une seule machine, dont les parties clients et serveurs sont difficilement dissociables. Dans cette architecture, le réseau joue uniquement le rôle d'échange de données. Cette architecture présente quelques avantages. Elle fournit à l'utilisateur la même richesse d'interface qu'une application classique de type desktop en termes d'aspect et de graphisme. Comme une bonne partie des traitements est faite en local, l'interface réagit rapidement, indépendamment de la vitesse du réseau. Et certaines opérations peuvent éventuellement être exécutées alors que le réseau n'est pas opérationnel. Les principaux inconvénients de cette architecture sont la nécessité d'installer chacun des postes clients, et ce à chaque mise à jour, même mineure, du logiciel. Et les exigences machines au niveau du client, puisque dans la pratique, la plus grande partie du logiciel, voire même de l'application, est dupliquée au niveau de chaque client. Né avec l'Internet et les navigateurs, le client léger, ou client web, à l'inverse, n'emporte aucune partie logicielle côté client, hormis les capacités d'un navigateur HTML. De ce fait, aucune installation n'est nécessaire côté client qui va accéder au serveur pour toutes les opérations. Autre avantage, tout dispositif disposant d'un navigateur HTML, une tablette ou un smartphone peut accéder à l'application. Initialement, les capacités graphiques du langage HTML étaient très limitées, d'où des interfaces assez rustiques, essentiellement textuelles. Et bien sûr, les échanges avec le serveur sont nécessaires pour la moindre opération. Toute opération est donc tributaire de la présence et du débit du réseau. Extension du client web, le client riche est apparu avec des technologies comme les applets Java et le JavaScript, qui permettent d'exécuter sur le client une partie du programme téléchargé à partir du serveur. Ces technologies ont permis dans un premier temps d'enrichir les interfaces graphiques des clients légers et de les rendre plus réactives, puis d'effectuer directement depuis le client des accès en base de données, donnant naissance à ce que l'on a appelé le Web 2.0. Des technologies comme Java Web Start ou les apps des smartphones permettent également de s'affranchir du navigateur et d'accéder à l'application sur le client comme une application desktop classique. Au niveau des serveurs également,
plusieurs architectures sont possibles. La plus simple est l'architecture monoserveur. L'ensemble de l'application MES et de ses données est installé sur un serveur unique. Pour assurer une plus grande disponibilité de l'application, certains systèmes MES permettent la mise en place d'une redondance. Le serveur de redondance prend alors le relais en cas de défaillance du serveur principal. Pour un plus haut niveau de performance, il est souvent intéressant de séparer le serveur de base de données du serveur d'application, en particulier lorsque le flux d'informations en provenance des automatismes est important. En mettant en place, par exemple, une réplication pour la base de données, on obtient une architecture de ce type. Dans les architectures web, il y a toujours un serveur web qui peut être intégré ou non à l'un des serveurs de l'architecture. Dans le cas qui est présenté ici, on parlera d'une architecture 3 tiers. Serveur web, application et base de données. Certains systèmes MES disposent d'une architecture dite SOA, Service Oriented Architecture, qui permettent de pousser plus loin la répartition des différents services, parfois appelés services web sur les serveurs, ce qui peut être intéressant par exemple pour les applications qui couvrent un large périmètre, s'étendant par exemple sur plusieurs ateliers. On parle alors d'architecture distribuée ou multitiers. Si nous revenons à notre premier schéma d'architecture, nous voyons que le ou les serveurs qui abritent l'application de MES sont généralement connectés à deux réseaux. Le réseau des clients de l'application et le réseau de collecte des informations en provenance des équipements d'automatisme. Dans le passé, il s'agissait de réseaux de bases matérielles et de protocoles très différents. Si le réseau des clients était généralement un réseau Ethernet, le réseau de connexion aux automatismes pouvait s'appuyer sur un réseau RS485, un réseau FIP ou un réseau Profibus propriétaire. Aujourd'hui, la plupart des réseaux d'automatisme, TCP Modbus, Profinet, Rockwell, JI, s'appuient eux aussi sur une base Ethernet TCP. Il peut donc être tentant de regrouper ces réseaux sur un même réseau physique. Dans la pratique, il faut éviter ce regroupement pour plusieurs raisons. La première est que les clients partageront souvent le réseau avec des services de type bureautique, mail, accès Internet, sauvegarde périodique, qui peuvent mobiliser le réseau de façon incompatible avec l'acquisition de données et la transmission d'informations en temps réel aux automatismes. Les échanges sur le réseau d'automatisme peuvent être critiques. En termes de sécurité, ils ne doivent pas pouvoir être perturbés par des opérations au niveau du réseau bureautique. Dans certains cas, il sera même judicieux de distinguer 3 réseaux différents, même si ceux-ci s'appuient tous sur une base Ethernet TCP. Le réseau bureautique de l'entreprise, le réseau des clients de production du système MES, et enfin le réseau bureautique pouvant accéder lui aussi à certaines fonctions du système MES. Ces réseaux peuvent être isolés entre eux par des switches. La diffusion très large qu'ont connue les smartphones et les tablettes dans le domaine grand public, les rendant très accessibles, oblige presque à envisager leur utilisation dans le domaine industriel. Le premier atout de ces équipements est bien sûr la mobilité. Une mobilité d'ailleurs retrouvée en quelque sorte après l'abandon du papier au profit d'outils informatiques. En effet, une feuille de papier ou un carnet de notes disposait de cette mobilité perdue avec les outils informatiques classiques. Orientés Internet, les smartphones et les tablettes s'intègrent plus facilement dans des architectures de type web. Comme les clients légers, smartphones et tablettes nécessiteront une connexion au réseau en Wi-Fi, en Bluetooth ou en 3G, 4G. Il faudra donc s'assurer du bon fonctionnement de ces réseaux en atelier. Évidemment, ces dispositifs permettront de sortir de l'atelier et de disposer d'informations de MES a priori n'importe où. Mais la question de la sécurité d'accès et de la protection des informations devient alors très importante. Une autre question est également la séparation vie privée, vie professionnelle pour le personnel utilisateur. Historiquement, le monde de la production s'est longtemps senti à l'abri des problèmes de sécurité et de cybercriminalité qui semblaient circonscrits à la sphère financière. La découverte en 2010 du virus informatique Stuxnet
conçu pour s'attaquer au système d'automatisme du centrale iranienne d'enrichissement d'uranium, a montré que le monde industriel n'était pas à l'abri de telles attaques. Les problématiques de sécurité informatique sont apparues de manière récurrente au cours de cet exposé sur les architectures informatiques. La diffusion croissante de technologies issues du grand public, et en particulier les technologies web, accentue évidemment la menace. Le bon côté des choses, c'est que ces technologies amènent avec elles bon nombre d'autres technologies permettant de se protéger des attaques informatiques, telles que les pare-feux, les accès sécurisés ou l'identification biométrique des utilisateurs. Ces technologies ne sont pas particulièrement difficiles à mettre en œuvre dans le cadre d'un système de MES. En fait, elles nécessitent surtout l'adoption de bonnes pratiques, à commencer par exemple par le logging systématique des utilisateurs, qui nécessite un appui du management et parfois une conduite du changement. Dans un avenir proche, un travail plus en profondeur sur les systèmes de MES eux-mêmes, situé à la charnière entre l'univers de la production et celui de la bureautique, et donc particulièrement exposé, sera certainement nécessaire. Dans cet objectif, le club MES, qui regroupe la majeure partie des acteurs du MES sur le territoire français, a travaillé avec l'ANSSI, Agence nationale pour la sécurité des systèmes informatiques, dépendant de la Défense nationale, pour doter les systèmes de MES de technologies de cryptage des échanges, de protection des codes utilisateurs et autres mécanismes de protection contre les cybermenaces visant à définir une labellisation des systèmes de MES. Résumons ce que nous avons vu durant cette section. Tout d'abord, un point essentiel des architectures de MES, le type de client mis en œuvre et les conséquences qui en découlent en termes de mise en œuvre et d'utilisation. Ensuite, les différentes organisations de serveurs, depuis les plus simples jusqu'aux solutions largement déployées, orientées services ou SOA. Puis, nous nous sommes attachés aux différents réseaux mis en œuvre, qu'ils soient de type automatisme ou bureautique. Sur un autre plan, nous avons vu l'intégration possible des tablettes et des smartphones dans un système MES. Et enfin, nous avons vu l'importance croissante de la sécurité informatique dans les systèmes de MES. Voilà, on croyait qu'Ethernet et TCP avaient tout simplifié, et voilà que la sécurité s'en mêle. Tout de même, utiliser n'importe quel équipement informatique, tablette ou téléphone pour accéder à son système MES, cela ouvre pas mal de perspectives. Bonjour à tous. Pour cette 9e émission, nous n'avons pu malheureusement tourner l'interview directement sur site comme prévu. Nous avons toutefois recueilli les propos de M. Hakim Benzema, qui s'excuse d'ailleurs de ne pas pouvoir être présent, IT Operation Manager au sein de la société Philips, pour le site de Miribel et de la Motte-Beuvron. Alors aujourd'hui, ce sera Barbara Bru, notre ingénieure avant-vente, qui va nous faire part des propos recueillis. Alors j'imagine que plusieurs types d'architectures sont déployés sur votre site. Client lourd, client serveur, client léger par navigateur web. Quelle est la technologie que vous privilégiez par rapport à un système MES? Donc dans notre cas, nous privilégions plutôt les clients légers. Alors, pour plusieurs choses. Tout d'abord, nous pouvons consulter très simplement, depuis un accès intranet, l'ensemble des données. De plus, l'utilisation d'un client léger au niveau d'une infrastructure informatique permet très peu de maintenance, contrairement à un client lourd. Par exemple, aucune mise à jour d'un nouveau logiciel n'est nécessaire. Vos installations sont plutôt de grande ampleur. Si des ressources système importantes sont nécessaires pour la gestion des données de MES, est-ce que vous préférez plutôt une application, je dirais, morcelée, en atelier par exemple, quitte à consolider les données ensuite, ou est-ce que vous optez plutôt pour une application tout en un pour gérer le MES? Quelle est votre préférence et pour quelle raison? L'architecture idéale est basée sur une seule et même application. Tous les acteurs du MES pourront alors se connecter et visualiser suivant leur profil les différents visuels qui leur sont propres.
De plus, la centralisation des données va permettre également de créer facilement des rapports comparatifs entre les différents ateliers. Donc, enfin, grâce également à cette architecture, il est possible d'ajouter des clients supplémentaires sans perturber le fonctionnement de notre installation. Le MES peut être aussi un outil de management visuel qui implique des dispositifs particuliers. Grand écran dans les ateliers, écran tactile. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place ou est-ce que vous envisagez de le faire? Tout à fait. Nous envisageons de mettre en place des écrans tactiles pour la saisie des opérateurs, mais également des écrans géants sur les lignes de production afin de visualiser le TRS. Et par exemple, dans le bureau du responsable de production, avoir un écran de suivi qui lui permettra de visualiser en temps réel l'ensemble des états des ordres de fabrication. Je pense que cela va permettre aux différents acteurs d'avoir une vision globale et que ces écrans soient bien sûr adaptés en fonction de leurs besoins. On parle aussi de plus en plus de dispositifs mobiles comme les smartphones ou les tablettes. Pensez-vous qu'ils soient utiles dans une usine et pour quelles raisons? Nous pensons bien sûr qu'ils ont leur place. Par exemple, des tablettes peuvent être très utiles pour les opérateurs ou les techniciens de maintenance pour déclarer des causes d'arrêt et se déplacer le long de la ligne. De plus, pour le responsable de production, sur son smartphone, il peut avoir en temps réel les TRS des différentes lignes. Je pense que des gains importants en termes de productivité peuvent être réalisés grâce à ce type de matériel. Cependant, l'intégration de ce matériel pose des soucis en termes de sécurité. Avec l'utilisation d'outils grand public, généralement connectés au réseau web, le problème de la cybersécurité est accru. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous et quelles sont les règles que vous mettez en place pour préserver la sécurité de votre environnement informatique? Comme je vous l'ai dit précédemment, cela fait partie de nos préoccupations. Vous voyez bien que les terminaux mobiles sont que très rarement dotés d'antivirus ou de pare-feu, ce qui pose des problèmes en termes de sécurité au niveau de notre réseau. Je pense que la sécurisation de l'ensemble du parc n'est malheureusement pas pour demain. Alors une autre technologie émergente est celle du big data. D'après vous, quel rôle est amené à jouer cette technologie par rapport au MES? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du big data pour mettre en place un système d'MES. Mais avec les capteurs et les objets connectés, à terme, la volumétrie va exploser. Donc le big data va permettre de traiter l'ensemble de ces données et de les mettre à disposition pour des contrôles qualité, pour la maintenance préventive également, et également pour l'optimisation de la production. Par contre, le MES a besoin de données qui sont structurées et organisées, ce que n'apporte pas à l'heure actuelle le big data. Il y a certainement beaucoup d'écueils à éviter dans la mise en place d'une architecture informatique. Alors d'après vous, quels sont les points de vigilance qu'un industriel doit avoir à l'esprit pour la mise en place d'un outil MES? Donc pour la réussite du projet, ce qu'on préconise, c'est tout d'abord d'avoir une personne dédiée à ce projet et qui pourra s'y consacrer pleinement. Ensuite, il faudra élaborer un cahier des charges et pour ça, recueillir l'ensemble des besoins au niveau des différents acteurs, les opérateurs, le responsable de production, la qualité, la maintenance. Et on va également hiérarchiser l'ensemble de ces besoins. Ensuite, on peut mettre en place une ligne pilote et ensuite déployer l'ensemble de ces fonctions sur le site. Et bien sûr, il faut bien s'entourer pour toute la partie intégration.
Et là, on vous encourage en fin de compte d'avoir comme accompagnement aussi bien l'éditeur que l'intégrateur. Merci à Monsieur Benzema, de la société Philips, et au concours de Barbara pour avoir rendu plus vivants les propos recueillis. J'espère que vous avez les idées plus claires sur l'architecture de votre système MES. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette session en vidéo sur notre site et sur l'espace réservé Vimeo. La prochaine émission sera la dernière de cette série, déjà. Nous terminerons en guise de conclusion sur les bénéfices concrets et sur ce que les directions d'entreprise apprécient peut-être le plus. Le retour sur investissement d'un système MES. Venez nombreux!